Pitch My Startup, Jérémy Navon. Et bienvenue dans Pitch My Startup, votre émission d'interview et de débat autour de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Bonsoir à tous, ce soir avec nos invités, nous allons parler petite enfance, recrutement et produits innovants. Jérémy Nakache et Mickaël Sebag, vous êtes les cofondateurs de Bizly, le nouveau site internet qui permet d'acheter des produits innovants créés par des startups partout dans le monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avant de créer de Bizly ? Alors, je m'appelle Jérémy, donc j'ai 27 ans. On est toulousains tous les deux et j'ai fait une école de commerce. Et j'ai travaillé 2 ans en conseil et depuis septembre, donc je suis avec Mickaël sur Bizly. Mickaël. Et donc moi je suis ingénieur en informatique, donc j'ai fait mes études à Toulouse avant de partir donc à Londres pour finaliser mes études. Et avant de monter Bizly, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un cabinet de conseil où je faisais de la sécurité informatique. Ok, avec nous ce soir également Eva Layani, fondatrice de Par ici les artistes, entreprise qui organise des ateliers ludiques et pédagogiques pour les enfants de 6 mois à 10 ans. Salut Eva. Bonjour. Tu as évolué pendant une dizaine d'années dans les fonctions marketing au sein de grands groupes avant de monter ta boîte, c'est ça ? Exactement. Après une formation universitaire à Dauphine, j'ai travaillé une dizaine d'années en marketing et commercial dans des groupes en grande consommation. Et puis, j'ai décidé d'entreprendre une entreprise autour des enfants sur la pédagogie et l'éveil des enfants au sein de crèches et d'écoles. Voilà, ça c'était il y a combien de temps ? Une petite année. Ok, une petite année. Également autour de la table, Jonathan Azoulay, fondateur et CEO d'Urban Linker, cabinet de recrutement leader sur les métiers du numérique. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Alors, quel est le parcours qui t'a mené à fonder Urban Linker ? Moi, j'ai été toujours un fou d'entrepreneuriat et notamment du digital. J'ai eu la chance de travailler pendant quelques années dans un cabinet de recrutement et de chasse de tête. Donc, l'idée était assez bien trouvée et le positionnement assez bien trouvé pour créer le premier cabinet de recrutement spécialiste des métiers du digital. Voilà, aujourd'hui, leader, on est déjà venu chez toi. Tu as pu déjà nous parler, en tout cas pour ce qui est du réseau Nevatim, de ton expérience. Et voilà, ce soir, tu es de retour et on va essayer de creuser encore cet entretien ensemble. Enfin, pour animer cette émission avec moi ce soir, Georges Kamami. Salut. Alors, salut Georges, comment ça va ? Bah ça va très bien et toi ? On va commencer ensemble avec ta chronique maintenant, Ouais. Deuxième chronique, troisième chronique, innovation et start-up. Alors, quoi de neuf dans l'actualité entrepreneuriale au cours des 2 dernières semaines ? Alors aujourd'hui on va beaucoup parler de levée de fonds parce que c'est pas mal d'actualité et en premier on va parler de Dailymotion, la célèbre société française de streaming vidéo qui est en ce moment en pourparlers pour céder 49% de son capital au chinois PCCW. C'est une holding qui détient déjà l'un des principaux opérateurs téléphoniques à Hong Kong. Alors le patron de cette holding, qui s'appelle Richard Lee, aurait fait une proposition qui valoriserait la société à 250 millions d'euros, ce qui est environ 100 millions d'euros de plus que sa valeur lors de l'acquisition par Orange. Mais c'est toujours très loin derrière son concurrent principal qui est YouTube et qui est aujourd'hui valorisé entre 14 et 20 milliards d'euros. En effet. En tout cas, cette affaire nous rappelle la polémique qu'il y a eu il y a 2 ans quand Yahoo souhaitait faire son entrée au capital de la boîte et que le gouvernement français, par le biais de Montebourg, on s'en rappelle bien, ouais. s'y était opposé pour que Dailymotion reste une société majoritairement française. Et bah, finalement, 2 ans après, elle pourrait bien devenir chinoise. C'est ça, waouh. Voilà. Donc, deuxième actualité intéressante, c'est le géant américain Pinterest, site web permettant d'épingler des photos et images pour partager ses passions et qui cartonne. Surtout chez les femmes, hein, c'est ça, Pinterest. Oui, mais que se développe pas mal aussi chez les hommes dans le milieu geek, vient d'annoncer une levée de fonds à 367 millions de dollars. Ok, c'est plus raisonnable d'un seul coup. Hein. Valorisant ainsi la société à 11 milliards de dollars. Pas mal. Cette levée de fonds intervient dans la stratégie d'internationalisation de la boîte qui a annoncé qu'elle pourrait prochainement lever encore 211 millions de dollars supplémentaires. Voilà, l'objectif, j'imagine, c'est d'arriver au niveau des autres grands réseaux sociaux que sont Facebook, Ouais, Instagram, etc. Certainement. Et alors, quelles sont les startups qui ont fait le buzz depuis 2 semaines, ces petites startups qui ont remué la twittosphère et puis l'actualité. Alors, il y a une jeune société française qui a doublement fait le buzz et qui devrait pas mal parler à Bizly en rapport avec leur domaine. C'est une boîte, cette boîte s'appelle 3D Sounds Lab. D'abord, au début du mois... Ils hochent de la tête, je pense qu'ils voient de quoi tu parles. On la connaît.
Donc, d'abord, au début du mois, elle a clôturé avec grand succès sa campagne Kickstarter en amassant 125 000 $, dépassant ainsi leur objectif de plus de 50%. Et bien, comme si cela ne suffisait pas, elle a annoncé 2 semaines après cette fin de campagne, une levée de fonds de 1,1 million d'euros. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette fameuse boîte startup? Eh bien, elle a mis au point un casque audio qui s'appelle le Neo, qui restitue le son en 3 dimensions. Donc, outre la très bonne qualité du son, elle s'adapte à l'environnement. Ainsi, lorsque le porteur du casque tourne la tête, eh ben, le son le suit et ça accentue l'impression d'immersion et de réalisme. Donc, je trouve ça assez cool. Voilà, on en reparlera avec Bisly. Ouais. C'est peut-être un des produits que vous avez sourcé déjà. Peut-être pour bientôt. Voilà. Alors oui, prochaine question bien sûr. L'entrepreneur ou la start-up à suivre? Alors là, on vient de parler de son en 3D. Et ben maintenant, on va parler de vidéo à 360 degrés qui devrait aussi parler à Bisly. C'est toujours dans leur domaine. Vous l'avez préparé ensemble, cette chronique, c'est pas possible. Donc s'il y a une société que j'ai envie de suivre, c'est bien eux. Ça s'appelle Gyroptique. Ok. Et si je dis que... Enfin, si je les trouve intéressants, c'est parce qu'ils viennent de sortir un produit qui s'appelle la 360 Cam fin 2014 et qui se positionne désormais en confrontation directe avec le géant GoPro. En effet, cette caméra qui tient dans la paume de la main et qui ressemble à une sorte de personnage des Barbapapa, c'est une combinaison de 3 caméras qui filment en synchronisé dans toutes les directions. Donc quand vous allez en randonnée, vous pouvez prendre la caméra et vous pouvez ne rien perdre de votre film. Et quand vous ferez le montage, vous pourrez prendre choisir petit peu la direction exactement. qui vous convient. Super. Donc c'est assez intéressant. Et la caméra a reçu un très très bon accueil au début de l'année lorsqu'ils ont participé au célèbre Consumer Electronics Show, le CES, qui est le plus gros salon consacré à l'innovation technologique et électronique grand public dans le monde. Ouais, on en a parlé à cette émission. C'était à l'occasion de la première édition de Pitch My Startup à l'époque. Donc en janvier dernier. Ton coup de cœur de la semaine? Alors mon coup de cœur, c'est une autre société qui a levé des fonds encore. Donc c'est le Shazam des magazines, la startup sélectionniste, qui a récemment donc fait parler d'elle avec cette levée de fonds de 2 millions d'euros auprès d'Elaya Partners, afin de se développer à l'international. Alors leur concept est simple. Vous prenez, quand vous êtes en train de lire un magazine, vous prenez votre téléphone et puis avec leur application, vous pouvez prendre en photo les vêtements, les objets qui vous plaisent et vous êtes redirigé vers la page du vendeur pour pouvoir soit avoir plus d'informations, soit pour pouvoir l'acheter. Donc ça ne marche évidemment qu'avec les magazines qui sont partenaires avec Sélectionniste, sauf qu'ils ont un catalogue qui est très très beau déjà. Ils sont en partenariat avec Elle, avec Madame, avec Gala, avec Closer, Voici et tous les grands déjà. Tous les grands. Et donc le but de cette levée de fonds, c'est aussi de se développer à l'international et donc de faire des partenariats avec les magazines à l'étranger. Alors merci beaucoup Georges pour cette chronique. Alors autour de cette table, j'aimerais vous demander quelles sont les startups qui ont retenu ou les innovations d'ailleurs qui ont retenu votre attention ces derniers temps. Et puis on va commencer avec Bisly du coup. C'est votre métier. Alors moi ce serait sans aucune hésitation Print. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Print qui a battu tous les records sur Kickstarter, en tout cas français. Et en fait Print c'est une coque iPhone qu'on va mettre sur son téléphone pour pouvoir imprimer ses photos comme un Polaroid. Ouais. On l'a testé, c'est bien. Extraordinaire, vraiment extraordinaire. Mais ils ont une petite touche d'innovation en plus, c'est pas seulement. Ils ont une petite touche d'innovation. Alors c'est pas évident à comprendre, mais en fait c'est que quand on prend une photo, qu'elle est sortie, qu'on l'a imprimée, en fait grâce à l'application, on va se mettre on va regarder la photo et en fait la photo va être en réalité augmentée. On va pouvoir voir, elle va se transformer en vidéo à travers l'écran du téléphone. Waouh, c'est bluffant. Ouais, voilà, c'est ça. On peut voir les 10 secondes avant que la photo soit prise. Et après, juste pour rebondir sur ce qu'il disait sur Gyroptique, on a pu l'essayer, on a eu la chance de l'essayer avec un Oculus Rift et c'est assez impressionnant. Enfin, c'est immersif au possible. Waouh, ça donne envie ça. Ah, c'est vraiment incroyable. On l'a essayé c'est une vidéo d'un grand 8 et on en a les jambes qui tremblent. Enfin, c'est vraiment vraiment fou. Le produit est assez génial. Ouais, vous avez choisi un métier de kiffeur quoi. Ouais, la chance de tout tester avant tout le monde. On teste beaucoup de produits. Jonathan, je sais que tu vois un peu, tu vas vraiment voir quelles sont les startups qui se lancent. Je sais que tu es aussi investisseur dans le métier du recrutement en particulier. Voilà, dernièrement, des innovations que tu as vues. Je suis très heureux parce qu'on en voit beaucoup en ce moment et de plus en plus. Et il y a un phénomène qui est exponentiel. Quand on voit il y a 5 ans le nombre de startups qui se montaient, le nombre de projets, le nombre d'incubateurs, etc., c'était très très faible. Et aujourd'hui, c'est immense.
Donc sélectionnistes, moi je les connais très bien, c'est aussi des clients à nous et des amis. 25 000 téléchargements le premier jour de l'appli sur l'Apple Store. Waouh. Enfin, c'est splendide comme projet. C'est 2 fondatrices à succès qui avaient vendu, comment ça s'appelait, Dealissime à... comment ça s'appelle, Groupon. au concurrent de Groupon. Groupon il y a quelques années. Donc elles ont déjà un succès à leur actif et elles sont en train de... Style. Non, et elles sont en train de développer ce nouveau projet avec un beau succès. Elles sont suivies par un fonds qui est top, qui est Elaya. Mais sinon, effectivement, plus dans le domaine du recrutement, moi je suis de très près Job Around Me qui, depuis quelques mois, est en train de créer la première appli, vraiment, le premier job board mobile. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a eu, il y a quelques années, la disruption de la recherche d'emploi sur le papier par le web, et là maintenant du web par le mobile. Ils ont déjà énormément de clients, les hôtels Accor, McDonald's, etc., pour que n'importe qui puisse trouver un job près de chez lui avec une user experience assez simple. Donc effectivement, pas mal de projets. Génial. Eva, dans le monde de l'enfance peut-être, ou même pas. Non, Hein. plutôt collaboratif. Moi, je suis une grande fan du collaboratif en tant que mère de famille déjà, pour des raisons budgétaires évidentes, mais également parce que je trouve que c'est vraiment top. Donc, j'étais une des premières utilisatrices d'Airbnb. Et du coup, là, je suis une nouvelle utilisatrice de CoStockage, donc, qui est l'Airbnb du stockage, où en fait, on peut stocker ses affaires chez des particuliers, avec une assurance intégrée. Donc, c'est une nouvelle manière de faire des économies et puis de maximiser l'espace qu'on a chez soi. Voilà, c'est CoStockage, c'est une startup qu'on connaît bien dans le réseau et qui est lancée maintenant depuis 1 an et demi, je pense, quelque chose comme ça. 1 an et demi, je crois qu'ils ont fini leur 2e levée de fonds. Waouh, voilà, on souhaite ça à toutes les startups, à Bisly entre autres, autour de la table. Du coup, je me tourne vers vous tous les deux, Jérémy Nakache et Mickaël Sebag, cofondateurs de Bisly. Merci d'être venus. Première question pour vous, c'est quoi Bisly? Alors vous avez commencé à en parler, mais plus en détail un peu plus. Alors Bisly, c'est un site web sur lequel on peut acheter des produits innovants directement auprès de startups et de créateurs indépendants du monde entier, et cela sans intermédiaire. Par exemple, sur le site, vous allez trouver un casque de réalité virtuelle que vous pouvez acheter directement auprès de la startup qui l'a créé à Lille. Vous pouvez acheter des écouteurs auprès d'une petite structure suédoise. Ou vous pouvez acheter encore un petit objet qui permet de rendre toutes les enceintes, même les plus vieilles, en Wi-Fi. En fait, Bisly, c'est un espace de découverte et sur lequel on peut acheter des produits directement auprès des gens qui les ont créés. Ok, et donc ça c'est Bisly. Ta définition elle est la même, Mickaël, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, ouais, c'est ça, c'est vraiment Bisly c'est fait pour ça. Et après, au niveau pourquoi on a lancé Bisly, à quel besoin on répond, c'est un besoin qui est un peu double. C'est d'une part, il y a au niveau des créateurs, c'est-à-dire qu'on travaille d'une part avec des créateurs et avec des clients. Donc pour les créateurs, à part tester tous les produits qui sortent. non, ouais, ça, il y a ça, c'est En vrai, c'est ça. ça a joué beaucoup. Mais après, non, il y avait un réel problème, et je vais laisser peut-être Jérémy en parler, qui en parlera peut-être un peu mieux que moi. Mais il y avait un réel problème. En fait, c'est qu'on répond vraiment à 2 besoins. C'est que d'une part, il y a les créateurs qui ont besoin d'avoir une solution de distribution, et de l'autre côté, il y a des consommateurs. Pour les créateurs, on leur offre un canal de distribution qui est accessible, qui est facile à mettre en place. Et de l'autre côté, donc, il y a les consommateurs qui, pour eux, ont un espace de découverte sur lequel ils peuvent découvrir et acheter des produits du monde entier. Des produits qui sont d'abord testés, puisque c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, on teste des produits du monde entier, c'est génial. Et ensuite, il y a ce côté un peu de proximité, parce qu'on peut acheter le produit directement auprès de la personne qui l'a créé. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette plateforme? Pourquoi, vous aviez un goût particulier pour ce genre d'objet? On a toujours aimé tout ce qui est gadgets depuis qu'on est tout petit. Enfin voilà, on a adoré les gadgets. On passait beaucoup de temps à l'époque à la Fnac, où on pouvait à la Fnac trouver des produits assez géniaux, et on passait juste du temps dans les allées à découvrir ce qui se faisait. Et en fait, au bout du compte, on a fait de cette passion une entreprise, une start-up. Et là, on fait vraiment ce qui nous plaît. Depuis l'année dernière, on est là-dedans, et c'est ce goût-là, on l'a transformé en start-up. On se rend compte qu'il y a plein de gens qui aiment aussi énormément ça et qui aiment les mêmes choses que nous. Et on essaie de transmettre cette passion via Bisly et trouver les dernières nouveautés et présenter les dernières nouveautés en fait via Bisly. C'est le rêve de tous les geeks. C'est un peu ça. Et vous le faites. C'est un peu ça. Et on le fait. Depuis combien de temps vous le faites?
On fait donc la structure a été créée en septembre 2014 et le site a été lancé fin novembre 2014. Donc là ça fait 4 mois qu'on est lancé. Les premières impressions depuis le démarrage? Déjà pour nous c'est incroyable. Enfin, on vit un peu un rêve. Enfin, c'est génial et on a des bons retours aussi. On est assez content. C'est-à-dire que notre communauté se crée assez bien. On a plein de gens qui disent ouais, c'est génial ce que vous faites. On aime beaucoup ce qu'on découvre sur Bisly. Donc le démarrage est pour l'instant assez idyllique. Et il y a une petite anecdote qui vous a marqué dans votre expérience depuis le démarrage? Sur l'expérience Bisly, je sais pas trop, mais après c'est un peu rejoindre ce que disait Jonathan sur l'entrepreneuriat en France et ce que c'est qu'être entrepreneur en France. Et en fait, on va en reparler tout à l'heure. Ah ok, bon voilà, Ça fait partie des thématiques. ok. Bon je garde ça pour tout à l'heure. D'accord. Dis-moi, justement, c'est marrant que vous soyez dans ce domaine-là parce qu'on entend de plus en plus parler de produits tech excentriques, souvent venant de Kickstarter, Indiegogo, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a une mode du produit physique dans l'entrepreneuriat et si oui, à quoi c'est dû? Alors en fait, c'est plus qu'une mode, c'est un vrai mouvement de fond et qui s'explique pour deux raisons. Sans rentrer vraiment trop dans le détail un peu technique, pour créer un produit, en fait, il faut d'abord le prototyper et ensuite il faut financer les premières séries. Et en fait, il y a juste des éléments qui sont aujourd'hui mis en place et qui existent, qui permettent à des petites structures de pouvoir développer ces produits. Tout le monde a entendu parler, je pense, de l'impression 3D, peut-être un peu moins de la découpe laser ou du prototypage un peu plus technique, mais en fait, voilà, ça permet à tout le monde de pouvoir prototyper. Voilà, c'est les choses qu'on trouve dans des Fab Labs, entre autres. Hein. Exactement. Mais tout ça, en fait, ça fait partie de cette créativité-là qui existe aujourd'hui. Et ensuite, il y a donc le financement, tu en as parlé avec Kickstarter notamment. Ouais. Donc c'est en fait aujourd'hui c'est accessible à tout le monde de dire j'ai une idée, je vais la proposer aux gens sur Kickstarter, sur Indiegogo et si ça marche, je pourrais finalement développer. Voilà, par exemple, je lançais un skateboard avec un moteur. Et surtout en fait ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que la logique de création d'un objet est différente. En fait, les gens créent les produits qu'ils ont envie d'utiliser et d'abord pour leur propre usage. Et souvent, ils retrouvent en fait d'autres gens qui sont prêts aussi à utiliser les propres produits. On a l'impression de retrouver presque le bonheur qu'on avait quand on était petit, de pouvoir construire des cahutes, des cabanes et aller plus loin. Quoi. C'est du Lego limite. c'est vraiment ce bonheur du Lego et qui fait qu'on peut créer maintenant des produits qui vont bien au-delà, heureusement, du Lego et c'est top, quoi. C'est la folie. On peut créer beaucoup plus. C'est retrouver son âme d'enfant, quoi. C'est ça que je voulais dire. D'ailleurs, ils ont les clients avant même d'avoir créé les produits. Maintenant, grâce à ce système, c'est tout l'intérêt, ouais. Et d'ailleurs, donc du coup, pourquoi ce nom? Pourquoi Bisly? Moi, ça me fait penser aux petits apéritifs qui ont un goût de barbecue. Il y a un peu de ça, mais l'idée principale, c'est pas ça. C'est en fait Bisly en anglais. Bisly en anglais, c'est But I Still Love You. Donc en fait, d'où ça vient, c'est un peu ce que disait Jérémy. Ouais, pour le micro, voilà, nickel. C'est un peu ce que disait Jérémy en fait sur le crowdfunding. En fait, comment ça se passe une campagne de crowdfunding? On est pendant 2 mois sous les feux de la rampe. En gros, tout le monde parle de vous. Il y a des articles, vous êtes interviewé, mais après, au bout de 2 mois, ça retombe entièrement. Et il y en a beaucoup qui tombent dans l'oubli. Et nous, on continue à les aimer, on continue à les aider. Et But I Still Love You. Donc malgré la fin de la campagne, on est encore là pour vous. On continue à travailler avec vous. Et alors, Bisly, barbecue ou cacahuète comme goût? Barbecue. Ouais, les meilleurs, c'est ceux au chocolat. Je sais pas si vous les avez déjà goûtés. Ils sont plus rares, ceux-là. Chocolat barbecue, le mélange. Chocolat noisette, c'est une tuerie. Georges. Bon, du coup. C'est pas gras du tout. Non, c'est pas grave. Non. C'est très sain le matin, un petit biscuit dans le chocolat, dans le café, c'est top. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple de produit qu'on peut retrouver sur votre site et que vous aimez particulièrement? Moi, ouais, il y en a un que j'aime particulièrement parce que c'est Dodo. Et Dodo, en fait, c'est un petit métronome lumineux que vous posez à côté de votre lit et qui vous aide à dormir. En fait, ça projette des faisceaux lumineux au plafond. Vous vous concentrez sur ces faisceaux lumineux et en gros, ça vous permet de réduire en fait votre rythme cardiaque et vous endormez entre 8 et 20 minutes. En fait, moi qui ai des problèmes de sommeil, on a senti le vécu là quand t'expliquais ça. Non, voilà, et moi, j'ai des problèmes de sommeil. J'ai essayé ça et ça marche du tonnerre. Enfin, ça marche très bien et moi, c'est un produit. Ça, c'est un coup de cœur parce que personnellement, j'utilise tous les jours. Et après, on a beaucoup d'autres produits, notamment de la French Tech. Alors, ça fait sourire Eva qui a des enfants. Qu'est-ce que tu penses de Dodo? Ça marche pour les enfants, apparemment. Parce que si ça fait endormir les parents. C'est plus pour les parents. Il y a une petite gymnastique à faire. Donc, du coup, pour des enfants, ça, c'est un peu dur, mais ça marche très bien. Dommage. Pour toi, ça marche. Ça pourrait marcher. Jonathan avait une question également. Je t'en prie.
Ouais, moi, elle était un peu plus orientée business. Désolé. En fait, je trouve l'idée top, mais ma question, c'est est-ce que vous avez déjà réussi à percer le secret ou la difficulté au niveau de l'acte d'achat? Est-ce que vous êtes sur un phénomène là où vous essayez d'avoir de l'acquisition, ou est-ce que vous tentez déjà de convertir et de faire du CR? Alors là, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de construction de la communauté, puisqu'on est en ligne, comme le disait Mickaël, depuis le 19 novembre. Donc c'est vraiment une construction de communauté. Après, notre business model, c'est une place de marché. Donc on n'achète pas, on ne stocke pas, on met juste en relation et ce sont les startups qui livrent. Donc en fait, c'est assez facile en fait, de faire de l'acquisition côté startup puisque ça ne nous coûte rien. Et donc le coût marginal de rajouter une startup est nul. Et ensuite, maintenant, c'est de l'acquisition et c'est de la construction de la communauté. Et on est focus là-dessus. Ouais, Jonathan. Vous allez donc être en concurrence avec les Amazon, etc. Potentiellement oui, et notre gros avantage et ce sur quoi on axe, c'est vraiment sur le contenu, puisque nous on veut vraiment, ce qu'on disait en fait, c'est de présenter à la fois l'équipe et de mettre vraiment l'accent là-dessus, et pas uniquement présenter un produit mais une équipe. Donc c'est un peu plus complet comme approche. Mais du coup, vous livrez partout? Vous livrez qu'en France? Vous livrez aussi à l'étranger? Alors aujourd'hui, ce que je disais, donc nous on est vraiment une pure place de marché, c'est-à-dire qu'on ne stocke pas, on fait uniquement de la mise en relation. Aujourd'hui, le site est pour l'instant ouvert uniquement aux consommateurs français, donc pour des livraisons en France. Mais très rapidement, l'idée c'est d'être présent partout en Europe. Oui. Partout en Europe. Donc ça, c'est votre objectif à 1 an, à 3 ans? À 1 an et demi. Ah non. Ce qu'on appelle une réponse de Normand. Ça. Et pour lever des fonds, est-ce que vous avez besoin de fonds aujourd'hui? Quels sont vos besoins? Alors en fait, on a eu la chance, Mickaël et moi, d'être assez complémentaires. Donc en fait, pour l'instant, on a tout fait. On travaille déjà avec une trentaine de startups. On a développé toute la plateforme en interne. Donc d'ailleurs, je tiens à vous le dire officiellement à la radio. Elle est très belle, votre plateforme. Elle est vraiment très ergonomique. Elle donne envie d'aller découvrir vos produits. Le site internet, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de façon à ce qu'on y aille tout de suite après l'émission ou pendant l'émission même? Alors ça s'appelle Bisly, B-I-S-L-Y. Y, c'est ça. Hein. .co. .co, pas com. .co. Tout à fait. Pour community. Pour community. Exactement. Merci à tous les deux. Pitch My Startup, Jérémy Navon. Salut Eva. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Alors, par ici les artistes, c'est quoi? C'est une société spécialisée dans l'éveil des enfants, avec une particularité, c'est qu'on s'adresse aux écoles et aux crèches, donc plutôt B2B. On a une partie B2C, mais on est B2B. Et cette idée, comment elle t'est venue? Alors déjà, je suis une grande enfant, j'ai 38 ans demain, mais j'ai l'impression d'en avoir encore 17, donc déjà, je dois être la seule personne qui fait encore ses anniversaires déguisés tous les ans. Les tiens, pas ceux de tes enfants. Les miens. Non, si, avec mes 3 enfants, maintenant, ça me donne un prétexte pour continuer. Non, et puis plus sérieusement, quand on commence à avoir des enfants et à suivre leur éducation, on a des exigences un petit peu plus élevées sur la façon dont on aimerait, dans l'idéal... On aimerait les éduquer, on aimerait qu'ils évoluent, et peut-être qu'on n'est pas satisfait également avec l'éducation que l'école peut leur donner. En tout cas, on trouve toujours, en tant que maman, on trouve toujours des moyens d'améliorer en termes d'éducation. Et donc, ta source d'inspiration pour monter ce projet, c'est quoi? Est-ce que tu l'as trouvé à l'étranger? Quel est ton modèle? Voilà. Alors, c'est venu vraiment au début d'une volonté personnelle de mettre un petit peu plus l'éveil au centre de l'éducation, parce que en France on est beaucoup vraiment dans l'apprentissage des consignes, de la propreté, de l'hygiène, etc. Quand je vais chercher mes enfants à la crèche et qu'ils me disent tout ce qu'ils ont fait dans la journée sans rentrer dans les détails et qu'ils me donnent aucune idée sur les chansons, les jeux auxquels ils ont participé, je suis un peu frustrée. On est loin des EI. Voilà, on est loin des EI. En Israël, d'ailleurs, c'est complètement l'inverse. Et puis, dans plein d'autres pays, là, toute la réforme sur les rythmes scolaires, c'est justement cette sensibilisation du gouvernement de dire qu'en France, on n'est pas suffisamment centré sur l'éveil et l'épanouissement des enfants. On est plus sur l'éducation au sens propre. Et puis, il faut donner la chance aux enfants de s'épanouir eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on a une réforme. Vas-y, Georges, je t'en prie. Ah, mais donc, du coup, quelle est ta vision pour l'éducation du futur ? Et est-ce qu'elle est en adéquation, du coup je complète, avec la réforme des rythmes scolaires qui est en train d'être mise en place? Oui, bien sûr, c'est un rééquilibrage entre donner aux enfants la liberté de s'exprimer, la créativité de faire soi-même et de découvrir vraiment
l'éveil sur le monde, l'éveil de plusieurs disciplines. Il n'y a pas qu'une seule manière de réussir. Et justement, cette réforme des rythmes scolaires, bon, elle est très critiquée dans la forme, mais dans le fond, moi, j'adhère complètement, puisque ça va dans ce sens de se dire, il faut donner un petit peu plus la chance à tous les enfants de réussir à leur manière. Et ça, l'éveil, ça commence dès 6 mois. Ça commence vraiment avec une multiplicité des choses qu'on peut faire avec des enfants dès le plus jeune âge. Alors, on parle souvent de la difficulté d'entreprendre en France. Est-ce qu'il y a une difficulté encore plus grande d'entreprendre dans le domaine de l'enfance ? Voilà. Est-ce que l'enfant est une cible marketing comme les autres et est-ce qu'on peut le traiter comme tel ? Non. Alors déjà, on ne fait pas d'argent sur les enfants, on ne fait pas de business sur les enfants, on Sur les parents un peu. pas. Et encore plus quand on s'adresse bien sûr aux crèches et aux écoles, puisque on ne parle que pédagogie, qu'éducation, etc. Donc c'est pas évident de réussir à allier les deux discours et de faire passer les messages complémentaires sans faire du marketing. Voilà. On ne fait pas de marketing avec les enfants. En tout cas, pas Comment on pas appelle dans ça le alors ? marketing service. Ben justement, c'est très très compliqué. Je crois que la première phrase pour dire déjà une entreprise, déjà c'est sale. On ne dit pas une entreprise, donc non, il faut... de toute façon, moi je me suis associée à un psychomotricien et donc on travaille vraiment sur le contenu, le fond. Et simplement, une fois qu'on a vraiment établi une philosophie et les valeurs communes, là simplement on peut... tout à la fin par les tarifs. D'accord. Mais alors, à quand remonte cette envie d'entreprendre ? Toujours. C'est-à-dire que même même dans les entreprises, presque mon plus grand défaut, c'était d'être trop entrepreneuse. Parce que dans les grands groupes, on n'aime pas trop les gens qui entreprennent trop. Parce qu'il faut quand même suivre un petit peu les codes. Donc, Jonathan acquiesce. Ouais. Tellement. Donc, j'ai pense qu'on travaillé acquiesce 10 tous, ans hein. à Et entreprendre. nous, on adore ça dans les startups. C'est ça. Donc oui, j'ai passé 10 ans à entreprendre dans les entreprises, à créer des nouveaux produits en marketing, à créer un service, à créer des nouveaux process, etc. jusqu'à finalement Te dire que c'était bien de le faire pour entreprendre toi. vraiment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui souhaitent monter une boîte pendant leur maternité. C'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. Comment t'expliques ce phénomène ? Alors c'est très simple. Je vous parle d'abord des femmes en particulier, moi ensuite. Déjà, quand on a des enfants, les priorités changent. Ça paraît une banalité, mais c'est sûr. C'est-à-dire que de l'envie de rentrer dans un comité de direction, on passe l'envie d'avoir un emploi du temps souple et des horaires flexibles pour allier les deux vies, sans perdre en contenu et tout en étant présent. Donc ça, c'est vraiment la... Alors c'est ça le quotidien d'une maman entrepreneur. Vas-y, c'est quoi ton quotidien ? Le Donne-nous un peu quotidien, une idée c'est ça. de ton... Le quotidien, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut, venir à une émission de radio l'après-midi et puis le lendemain aller au Louvre toute la journée avec ses enfants sans Wow. aucun Donc ça, c'est problème. ton programme de demain, ça, déjà. Super. Donc voilà, moi c'est un petit peu différent. Moi, je l'ai fait pendant mon congé maternité aussi parce que on a du temps pour se poser. Donc on a quelques mois pour vraiment réfléchir à un projet, le jour, la nuit, entre 3 et 5 heures du matin. Donc, Oui, parce que du coup, on est très éveillé le soir. on est très éveillé et puis on est payé. Donc c'est un avantage compétitif intéressant quand on veut entreprendre. Voilà. Bien sûr. Du coup, moi qui m'intéresse à l'actualité des startups, je me demande quelle est ton actualité en ce moment. Et ben, alors, mon actualité, c'est que je suis en train de développer un pôle formation. Donc, on a commencé en atelier. Par exemple, on fait des ateliers de psychomotricité en crèche. Et puis, on s'aperçoit qu'en plus des ateliers avec les enfants, on accompagne également beaucoup les équipes sur place. Et donc là, on est en train de développer un pôle formation pour aller plus loin et faire de la formation adaptée au monde des crèches, c'est-à-dire faire de la formation pendant les heures de travail puisqu'ils ne peuvent pas fermer. Donc l'activité de Paris les artistes, c'est essentiellement une activité B2B aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, j'ai aussi un atelier à Issy-les-Moulineaux. Les deux sont complémentaires parce qu'en fait, je teste les ateliers, je teste les intervenants, je crée des nouveaux ateliers. J'ai le retour direct des parents et puis des enfants. Et puis dès qu'ils sont opérationnels, dès que j'ai confiance en un intervenant, je peux l'envoyer dans les crèches et les écoles. Donc les deux sont complémentaires, mais le développement Donc se fait tu as vraiment... créé ton propre centre de formation. Un petit peu. ça. Mais voilà, donc c'est pour ça que l'objectif, c'est vraiment de faire du B2B. Et l'objectif, alors, dans le temps, à 1 an, à 3 ans, à 5 ans pour cette entreprise ?
faire x100. Non, j'ai 20 crèches aujourd'hui. Avec lesquels tu travailles. J'ai 20 crèches avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Disons que dans 1 an et demi, j'espère en avoir 200. Voilà, ton objectif aujourd'hui, ton besoin, c'est de... Alors, mon besoin, c'est toujours des contacts dans des réseaux de crèches, d'écoles et une stagiaire. J'ai besoin d'une stagiaire. Alors, dans quel domaine? Une stagiaire en marketing communication, mais qui a aussi un peu des talents, soit d'animatrice, soit artistique. Une ancienne EI qui a fait une école de commerce, quoi. Ah voilà, bon, alors là l'appel, il est... c'est ciblé, là. Il est très ciblé. Ciblé, mais clair, je sais qu'il y en a plein. Et puis, oui, pour faire une grosse partie du community management, je pense que ça doit être beaucoup de boulot. On en est tous là. Une partie là, et puis une partie relation avec les crèches, les écoles. Merci beaucoup, Eva. Pitch My Startup, Jérémy Navon. Nous sommes maintenant avec Jonathan Azoulay, fondateur d'Urban Linker. Jonathan, dis-nous en quelques mots ce que c'est Urban Linker. Donc bonsoir à tous. Urban Linker, c'est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers du digital que j'ai créé il y a 6 ans et qui aujourd'hui travaille avec les startups et toutes les boîtes, et les boîtes innovantes qui recherchent des développeurs, des profils web marketing et des commerciaux en France et en Allemagne. Et quels ont été les... Donc, alors, ça fait 6 ans que tu existes. Ouais. Quelles ont été les clés du succès de cette aventure? En fait, on voulait juste ne pas se positionner comme un acteur de plus du recrutement qui allait proposer quelque chose dans le digital, mais simplement faire évoluer le secteur avec notre philosophie. Et on s'est rendu compte que la philosophie des startups et du web, c'était pas du tout la même que celle des grandes entreprises. Donc il fallait une approche avec les candidats qui soit différente, qui puisse refléter bien l'image et les attentes de ce milieu-là. Et côté client, leur apporter le maximum de conseils et d'informations et de contenu pour qu'ils puissent apprendre à recruter. Parce qu'il faut savoir que les clients, quand c'est des dirigeants de start-up, c'est souvent des gens qui sont très très intéressants et très smart, mais ils n'ont pas forcément l'expérience d'un DRH. Donc il faut leur donner un maximum d'infos pour pouvoir les aider à recruter. Bien sûr, et puis alors souvent quand on est dirigeant de start-up, on pense que c'est dangereux de recruter, on a peur du recrutement. Parce que quand on fait rentrer quelqu'un, la mauvaise personne dans sa boîte, a fortiori quand on est une start-up, ça fait un peu peur. Moi, mon grand-père, il me disait toujours que quand on recrutait, c'était les soucis. Plus on prenait personnel, plus c'était les soucis. En fait, non, c'est pas vraiment ça. Je pense qu'il faut juste suivre. Je crois qu'il t'a comparé à ton grand-père, Jérémy. Non, mais c'est vrai que celle-là, je l'avais retenue. Mais il faut juste suivre un maximum de règles et de bonnes pratiques pour faire en sorte, en tout cas, que les recrutements apportent un maximum de résultats. Il faut savoir que les boîtes qui ont le plus de croissance, c'est celles qui ont le turnover le plus faible et les meilleures intégrations de recrutement. Donc l'équipe joue un rôle gigantesque dans la réussite d'un projet. Ouais, c'est un vrai signe. Je sais que pas mal de gens autour de moi étaient rentrés dans des boîtes avec des taux de turnover importants, des cadres qui partaient, etc. Et il faut surtout pas rentrer dans ce genre de boîte si vous nous écoutez et que vous êtes en train de passer les entretiens. Ça, c'est vraiment un facteur clé. Quelle est la typologie de tes clients aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous donner quelques noms? Bien sûr, on travaille maintenant avec un peu tous les domaines. Notre gros axe, c'est les gros pure players du web, Le Bon Coin, Au Féminin, tous les grands sites web français avec qui on travaille pour les recrutements. On aide aussi beaucoup les startups à partir du moment où ils ont fait une première levée de fonds en seed. Généralement, quand elles commencent à toucher entre 300 000 et 1 million d'euros et qu'elles ont besoin de leur premier CTO, on bosse avec elles. Et puis maintenant, depuis 2 ans, on travaille de plus en plus avec des grands groupes qui ont besoin de créer. En fait, au final, ils se sont rendus compte qu'ils doivent créer une start-up au sein de leur grand groupe pour pouvoir être agile, voilà, pour pouvoir innover, parce qu'ils commencent à avoir effectivement peur de toutes les disruptions de marché. Tous les marchés sont concernés. Et du coup, on a fait des recrutements pour AXA, pour Galeries Lafayette, pour des grands groupes. Donc tu me disais en fait que tu aides souvent donc les startups, tu viens de nous le dire, à recruter leur CTO. C'est un problème. Alors c'est pas le cas de Bisly aujourd'hui, vous avez cette chance-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Quels sont tes conseils pour trouver ce fameux CTO? Alors au tout début, tu parles le premier développeur de la boîte. Alors le cas de Bisly, il est hyper intéressant et pour moi c'est la meilleure position à avoir, puisque s'associer et monter un projet, un profil technique, un profil fonctionnel avec une orientation ou business ou market, etc. C'est
le match parfait pour pouvoir développer une startup avec la vitesse adaptée à la startup. Quand on n'a pas cette possibilité-là, il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce qu'on doit passer par une agence? Est-ce qu'on doit sous-traiter? Est-ce qu'on doit prendre un CTO et lui donner des parts, etc. C'est très compliqué. Généralement, essayer de trouver le mix CTO en donnant un peu de parts, etc., ça ne fonctionne pas. On voit ça de plus en plus. Les gens veulent avoir un CTO qui paye un petit peu, le moins possible, il leur donne un peu de parts et ils se disent qu'ils vont y arriver comme ça. Ouais, bah alors ça, si j'ai un conseil à donner, c'est ne pas le faire. Ça ne marche pas. J'en ai vu trop perdre des mois et des mois. Quand on est une startup, chaque jour compte. Chaque jour vous amène à un stade supérieur, et passer des mois à chercher un CTO de cette manière-là, ça ne fonctionne pas. Donc soit vous décidez de sous-traiter parce que le produit n'est pas le cœur de votre activité, soit vous levez pour pouvoir payer au prix du marché le salaire d'un CTO. Voilà. Et ça, c'est mon avis. Ouais, c'est ça. Et donc Bisly, eux sont deux. Vous faites la com, vous faites le marketing, vous faites le développement. Est-ce qu'il est essentiel? Alors du coup, ma question est pour Jonathan et puis vous également. Est-ce qu'il est essentiel de s'associer? Je pense pas que tu te sois associé pour monter Urban Linker. Est-ce que toi, tu dis aux gens, même si moi je l'ai pas fait, il faut s'associer pour monter une boîte? Non, mais moi je l'ai pas fait, mais c'était clairement pas la meilleure chose. Enfin, je veux dire, s'associer, c'est excellent quand c'est bien fait, quand c'est un bon partage de compétences. J'ai pas eu la chance de le faire et de trouver les bonnes personnes au moment où j'ai monté Urban Linker. Par contre, j'ai fait monter au capital certains de mes salariés qui ont pris des responsabilités, un directeur maintenant associé, deux managers, etc., etc. Une DAF. Donc du coup, j'ai créé des associés au fil du temps parce que je les ai payés au départ. Mais si j'avais été avec eux dès le départ, on aurait atteint un niveau de croissance qui aurait été bien évidemment bien plus important que celui que j'ai eu. Donc tu recommandes... Oui, je recommande complètement à partir du moment où c'est la bonne personne, c'est-à-dire où vous êtes complètement d'accord sur la séparation des tâches. Si vous êtes dans le même fit, dans les mêmes ambitions, c'est très important d'avoir les mêmes ambitions que son associé, parce que sinon à un moment ou à un autre ça ressort, et hyper complémentaire dans les tâches. Et le lieu, est-ce que la France est le bon pays pour monter une boîte? Alors pour monter peut-être, mais voilà, après 6 ans d'expérience, c'est le bon pays ou c'est pas le bon pays, la France? Bien sûr que c'est le bon pays, bien sûr. Je suis pas Xavier Niel, mais bon, je vais pas, sincèrement, jusqu'à présent, moi j'ai monté des projets en France et je continue à les monter en France. Il y a plein de choses, d'avantages, d'inconvénients. C'est pas plus dur qu'ailleurs, c'est pas plus taxé qu'ailleurs. On a un modèle d'aide que moi personnellement je trouve pas forcément indispensable pour les startups qui veulent aller très vite, parce qu'au final c'est plus d'investissement de temps qu'autre chose. Dossiers, etc. Voilà, donc ça après c'est au cas par cas, mais en tout cas on a en tout cas un écosystème à Paris et de plus en plus en province qui aide les startups avec des accélérateurs, des incubateurs, des associations, des modèles d'événements, etc. Donc il y a quelque chose qui se crée autour du digital qui est magnifique en France. Ouais, qui est très fort. Mais toi, dans ton cas, toi personnellement, on a dit là, ça faisait 6 ans toi, que tu as monté ta boîte. Comment est-ce qu'après 6 ans, on continue d'innover? Est-ce que tu as créé une start-up de Urban Linker? C'est une excellente question. J'essaye de faire en sorte chaque année d'apporter un axe d'innovation, parce que c'est ça qui me drive en plus, donc ça tombe très bien. L'année dernière, on a lancé l'Allemagne parce qu'on est persuadé qu'il y aura un axe de mobilité très très important dans les années à venir dans les métiers du digital. Beaucoup de gens qu'on entend qui veulent partir vivre à Berlin, à Stockholm, à Londres, etc. Et donc être le premier cabinet de recrutement à proposer cette mobilité-là, ça serait vraiment top. On a lancé il y a 2 ans un site internet qui a eu beaucoup de succès et qui nous permet d'avoir pas mal de trafic. On essaye tous les ans de monter des projets qui font évoluer au mieux notre métier. Donc voilà, cette année, là, on est sur un petit nouveau. Voilà, vous lancez un projet sur le Feel Good Management. Exactement. En fait, le Feel Good Management, on entend parler depuis 2-3 ans. Ça vient des États-Unis, c'est beaucoup utilisé à Berlin aussi. Le modèle est de dire, on est conscient que le management par le check and command ne fonctionne pas, n'apporte pas la productivité nécessaire et l'épanouissement des équipes. Sous le modèle check and command, vérifier et commander, quoi. Voilà, ouais, ça permet de savoir quels sont les milestones que les gens atteignent et de définir leur productivité, mais par contre, ça n'apporte pas forcément de l'épanouissement. Et le modèle de Google, Facebook, etc., eux sont partis sur un modèle où plus ils ont une équipe épanouie, plus elle va être productive et plus elle va avoir des résultats.
Et c'est la base du Feel Good Management. Il y a un mec qui a écrit un livre là-dessus, qui est mon maître à penser, qui s'appelle Tony Sier, qui est le fondateur de Zappos, donc le site de chaussures numéro 1 au monde, qui l'a revendu 1 milliard à Amazon. Et il a parlé beaucoup, notamment des valeurs en start-up et des méthodes, etc., et du Feel Good Management. Bref, tout ça pour dire qu'on s'est pas mal intéressé au sujet et que là, on a lancé comme un petit side project un site d'une page où vous pouvez simplement mettre votre adresse mail si vous êtes manager ou si vous êtes dirigeant d'une boîte et recevoir tous les mois des petits tips, des conseils, des astuces pour pouvoir imprégner l'équipe de Feel Good Management et créer une équipe avec une culture forte et qui soit surmotivée et qui soit hyper en prise par le projet. C'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, j'ai rencontré Bisley dans un voyage à San Francisco et on a eu l'occasion de visiter les locaux de Google et de Facebook et ça, on sent que tout leur campus, que toute leur entreprise est pensée comme ça, c'est-à-dire à Facebook. Ils ont même une salle de jeux vidéo. D'ailleurs, toi, je sais qu'il y a une petite borne d'arcade dans tes locaux. Ils ont fait ça aussi chez Facebook. Ils ont de la nourriture à volonté. C'est vraiment en mode, on veut que vous soyez à l'aise dans les locaux. Et tout en fait, ça part d'une philosophie qui est très, très positive et que moi, j'adore et qui est la philosophie de l'ensemble de l'écosystème. On se rend compte que le lien avec leurs clients, il a hyper évolué. Le lien des entreprises avec les clients il y a 10 ans encore n'était pas du tout le même que celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est basé sur le service client. Tout est basé sur la qualité du service. Quel que soit ce qu'on propose dans ces nouvelles entreprises-là. Et ben, au même titre qu'on crée un lien avec le client, elles veulent le créer avec leurs employés. Waouh. Pour finir, alors des 3 conseils aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, qui veulent se lancer ou qui se sont lancés. Et voilà, l'expérience, on laisse parler l'expérience de Jonathan Azoulay. Le grand sage, après le grand-père de tout à l'heure. C'était moi le grand-père tout à l'heure, maintenant c'est à ton tour. Je sais pas comment je dois le prendre. Non, des conseils quand on veut monter une start-up, je sais pas. Le premier, c'est effectivement de définir une idée le mieux possible et ensuite de comprendre qu'on ne peut pas tout savoir au moment de la définition et que c'est la qualité de l'exécution qui fera la différence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je dirais qu'il faut aller vite, il faut aller très vite. Tous les marchés sont concurrentiels. Il y a beaucoup de choses à faire. On est à l'aube d'une énorme révolution, mais les startups qui fonctionnent ne sont pas celles qui ont les meilleures idées, c'est celles qui vont vite, et qui vont exécutent bien. Ouais. Exactement. Et ça fait toute la différence. Je connais quasiment aucune startup qui a réussi, qui a gardé exactement l'idée de base qu'elle avait. Elles l'ont toutes, elles ont ce qu'on appelle itéré, donc c'est-à-dire essayer, refaire, réessayer, recomprendre. Non, ça marche pas comme ci, ça marche pas comme ça. Et avant de réussir. Même Criteo, pour la petite histoire, cotée en bourse, donc une des plus belles startups françaises, enfin une des plus belles boîtes innovantes françaises, a réessayé 3 fois avant de trouver son modèle. Bien sûr. C'est ce qu'on disait déjà avec Jérémy il y a 2 émissions de ça. C'est pas l'idée qui compte, c'est l'exécution. Et ça, on le redit jamais assez. Exactement. Donc ceux qui attendent l'idée parfaite, ça c'est pas le plus important. Waouh, on va finir sur ce message sage de Jonathan Azoulay. C'est pas l'idée parfaite, mais en tout cas l'exécution, allez-y, allez vite. C'est le conseil, on voit que vous y êtes déjà, qu'on donne à Bisley. Eva, on sait que tu es sur cette traîne-là également. Georges, les Startup Scoopers dont on n'a pas parlé. Bientôt une émission sur Snapchat. Tout à fait, la prochaine vidéo qui arrive sur Snapchat, sur la chaîne YouTube Startup Scooper. Startup Scooper. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les 4 d'être venus autour de cette table ce soir. Partagez vos expériences, vos conseils, votre innovation et votre bonne humeur. Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous le 13 avril, déjà le mois d'avril, pour la prochaine édition de Pitch My Startup. En attendant, vous pouvez écouter et réécouter cette émission en podcast. Elle sera disponible en vidéo sur YouTube. Il me reste à vous souhaiter une bonne nuit à tous, des rêves de start-up plein la tête, essayez de dormir malgré tout, et on se voit dans 15 jours.